le terrorisme a en fait servi d'alibi et de régime de justification pour des politiques publiques qui remettent en cause frontalement la séparation des pouvoirs, les équilibres associés à l'état de droit, qui répandent cette logique d'exceptionnalité au cœur de nos villes, au cœur de l'espace public démocratique, qui est censé faire vivre justement notre démocratie. Depuis très longtemps, on a eu un discours associant les pratiques de violence politique avec des formes de guerre. Mais on nous disait, il y a la guerre, la déclaration de guerre, la guerre entre les États, et puis on a des formes de violence politique internes ou transnationales. Donc, si on regarde les discours et les systèmes de droit, il faut attendre Badinter et la suppression de la Cour de sûreté de l'État, et c'est parfois on l'oublie, pour trouver un système qu'on appelle normalisé. Un système dans lequel, brusquement, les distinctions entre l'exceptionnel de l'externe et de l'interne sont mises à mal et dans lequel on considère que oui, on doit avoir des logiques d'investigation criminelle et que on ne peut pas parler de guerre à l'intérieur, sinon on va tomber sur des formulations en termes d'ennemis internes. Donc, ces conflits sont bien en relation avec la violence interne des assassinats et des attentats. Alors c'est intéressant parce que c'était prohibé, plus ou moins internationalement, depuis les déclarations de Tony Blair, qui avait dit « ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe à l'intérieur du territoire britannique n'a rien à voir. Il n'y a pas de justification pour les terroristes qu'il y ait eu un conflit là-bas. » Donc brusquement, on a un changement discursif qui amène à dire c'est lié. Alors, c'est lié quand c'est eux. C'est pas lié quand c'est nous. C'est là où il y a une interpénétration entre l'intérieur et l'extérieur. Quand c'est eux, ça permet de dire c'est un territoire à l'étranger, ce sont des ennemis. Et on doit les traiter comme des ennemis, c'est-à-dire qu'on a le droit de les éliminer là-bas. Mais quand c'est chez nous, on ne veut pas employer l'armée et ses méthodes. Donc on maintient une justice criminelle particulière. Tandis qu'eux ne le font pas. Ils utilisent les mêmes techniques. Ce qui est mis en cause, c'est les principes. Par exemple, la présomption d'innocence, qui fonctionne dans un certain système et qui ne fonctionne absolument pas dans un autre. L'idée qu'une suspicion légitime dans un but préventif est suffisant pour pouvoir commettre des actions coercitives. Et c'est quand même assez grave, effectivement, pour l'ensemble des principes, pas simplement la présomption d'innocence, qui était déjà battue en brèche, mais au minimum l'accès à la justice. Il y a toute une série de principes qui, brusquement, sont remis en cause dans le raisonnement pratique de la prévention. Mais nous avons fait monter au front, en quelque sorte, pour filer la métaphore guerrière, des avocats aussi illustres que Henri Leclerc, ou Robert Badinter, pour les figures tutélaires de la profession. Et en dépit de leur engagement personnel, je dois dire que de façon générale, la grande majorité des avocates et des avocats français ne se sentent pas concernés par la défense des libertés publiques, des libertés individuelles, a fortiori, je le dis comme je le pense, lorsqu'il s'agit de justiciables de confession musulmane. L'évolution du droit positif en France en matière de lutte contre le terrorisme, tout l'arsenal législatif qui a été mis en place est réglementaire, et paradoxalement cité en exemple par beaucoup de pays, et notamment par des pays africains qui sont en train de faire évoluer leur dispositif de lutte contre le terrorisme en disant, de façon peut-être un peu triviale, je vais le résumer ainsi, si la France le fait, si la France est allée aussi loin, pourquoi devrions-nous recevoir des leçons, et notamment devrions-nous recevoir des leçons de nos intellectuels ou des opinions publiques nationales de ces pays qui pourraient s'émouvoir d'une répression accrue en matière de libertés individuelles et de libertés publiques.
il a dit « J'en ai assez d'entendre que la France est la patrie des droits de l'homme ». En réalité, la France, à une période donnée, a promu les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la patrie des droits de l'homme, dans la mesure où l'exercice effectif de ceux-ci n'est pas totalement assuré face à des régimes d'exception. Puisqu'on parle d'islam et du traitement de l'islam par les autorités françaises, l'État français ou la société française, ou les trois tous ensemble, je remonterai un peu loin et je dirais que ce que nous vivons aujourd'hui trouve ses racines, ou en tout cas un certain nombre de pratiques qui ont été réactivées parce qu'elles ont leur origine dans l'histoire française et dans la mémoire aussi des Français qui soient de souche ou issus de l'ancien empire français. Le premier rapport que la France va avoir avec le culte musulman et les musulmans donc est un rapport de violence. C'est un rapport d'extrême violence puisque la première chose que la France va rencontrer en arrivant en Algérie en 1830 pour pouvoir établir sa domination, c'est une résistance au nom de l'islam. Les populations algériennes vont se mobiliser avec des slogans musulmans, c'est le djihad qu'on va faire contre le dominateur chrétien. N'oubliez pas qu'on est à l'époque dans une dialectique religieuse, aussi bien occidentale que musulmane, ou arabo-musulmane pour être plus précise. Donc, et ceux qui mobilisent, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'Empire ottoman qui mobilise les Algériens. Donc, je rappelle à tout le monde que l'Algérie de l'époque est une province ottomane, donc appartenant à l'Empire ottoman. C'est les populations algériennes et surtout les confréries. Donc, ce sont des institutions religieuses qui mobilisent contre cette domination française. La France va salarier et contrôler le culte lui-même après 1905, c'est-à-dire que la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État ne sera jamais appliquée dans l'Algérie coloniale qui est un département français. Et c'est là où on arrive à l'exception, c'est-à-dire qu'on a une histoire avec le monde musulman d'exception. Les trois départements d'Algérie sont des départements français, gérés selon les lois françaises, mais dès qu'on arrive à la question de la gestion des populations, il y a une séparation et une différence qui est là et qu'on établit de manière délibérée entre les différentes communautés ou les différentes populations d'origine ethnique différente. En fait, ça, c'était une tribune qui a été publiée suite au rapport de Francesco Ragazzi de son équipe qui s'appelle « Les effets de la lutte contre la radicalisation sur les populations musulmanes ». Donc on voyait bien qu'en fait, tout ce qui était dénoncé depuis plusieurs années, ces politiques d'exception, vendues à l'opinion publique avec un logiciel identitaire, forcément se sont abattus sur une population, on va dire, exceptionnelle, un corps étranger à la nation, non assimilable, voire une communauté suspecte. Donc il y a eu une première tribune qui a été publiée, puis ensuite ça s'est fait quelques jours avant l'organisation de l'événement qui a eu lieu aujourd'hui, qui est en fait la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme d'État, à l'occasion de la sortie du livre de Nisha Kapoor, Deport, Deprive, Extradite, c'est-à-dire déporter, priver de liberté et extrader. Et donc en fait, elle fait une étude historique et politique de la politique antiterroriste menée par la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est-à-dire Guantanamo, la torture de sujets de confession musulmane et leur retrait de nationalité britannique pour ne pas qu'ils puissent en fait se défendre vis-à-vis des institutions et encore moins sur le territoire britannique et dans les tribunaux. C'est un livre
même pour moi qui suis activiste depuis maintenant plusieurs années, c'est dur à avaler parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des dizaines de vies qui ont été détruites sur la simple de suspicion parce qu'ils sont d'origine somalienne, d'origine égyptienne, ou parce que dans leur jeunesse ils ont été militants. Mais on voit bien que ces discours qui tendent à stigmatiser les militants noirs, brown, non blancs ou de confession musulmane, en tout cas qui ne font pas partie de la majorité blanche occidentale, leur stigmatisation, elle est de loin supérieure à ce que pourrait vivre un militant d'extrême droite britannique ou américain. Et donc là, on organise maintenant cette conférence, non pas pour traiter cette question spécifique, mais pour faire un état des lieux de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, terme fallacieux. Comment déclarer la guerre au terrorisme? Le terrorisme n'est qu'un moyen. L'autre point, c'était en fait d'analyser les discours identitaires qui ont préparé l'acceptation de politiques d'exception, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, et de faire intervenir un panel d'universitaires, d'activistes, l'auteur Nisha Kapoor elle-même, et de continuer sur un travail transversal entre, encore une fois, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le CGL est une organisation française qui siège à Nanterre, mais son travail est aussi bien national que transnational. Ça veut dire que nous travaillons aussi bien à l'OSCE qu'avec d'autres organisations, au Parlement européen, la Commission européenne, ou à travers le continent européen, l'Amérique du Nord. Alors, ce que Maître Emmanuel Daoud a décrit, je le partage, c'est-à-dire la non-mobilisation du corps des avocats en France. En tout cas, très peu d'entre eux se sont engagés. Ça me rappelle les premières réunions qui ont eu lieu lorsque l'état d'urgence a été déclaré. Il y avait des organisations dites de la gauche radicale qui commençaient à compter les violences de l'état d'urgence avec la COP 21 et les agressions de militants écologistes, anarchistes, syndicalistes par la police, mais qui en fait ne mentionnaient jamais les perquisitions dans les mosquées et la politique de terreur qui a été menée dans les domiciles des familles musulmanes. Et là, en fait, pour eux, la question de l'islamophobie ne se posait pas. Non, oui, mais bon, la radicalisation. Enfin, il a fallu limite les prendre par la main pour leur faire comprendre que ces personnes de confession musulmane sont des êtres humains qui ont des droits, qui ne sont pas sujets à une politique d'exception, qui ont le droit d'être défendus. Et ce n'est pas parce que vous ne partagez pas leurs croyances ou que vous avez un logiciel anarchiste ou libertaire ou je ne sais quoi, ou trotskiste, que forcément, pour vous, l'agression d'une famille musulmane par la police française est plus acceptable que l'agression d'un militant écologiste. Et malheureusement, cette lâcheté qui a été portée par malheureusement une frange non négligeable de la gauche française, fait que lorsqu'ils se sont tus pour les politiques d'exception qui ont ciblé les personnes de confession musulmane, cette politique-là a été étendue justement aux militants écolos qui aujourd'hui ont partagé avec les musulmans les assignations résidentes, les perquisitions violentes et les notes blanches. Donc maintenant, on est pessimiste vis-à-vis du logiciel qui est adopté, c'est-à-dire une gauche paternaliste vis-à-vis des personnes de confession musulmane, en tout cas les personnes qui sont non blanches, c'est-à-dire on va leur apprendre comment se défendre et quand on prend leur défense en main, on n'ira pas jusqu'au bout. Le logiciel qui est adopté par le CGL, c'est on ne va pas défendre les personnes à leur place, ça veut dire on va apporter des moyens pour qu'une nouvelle lutte émerge et que les moyens acquis par le CGL soient partagés avec d'autres. Nous n'avons pas vocation à embrasser toutes les luttes et à remplacer tout le monde sur le terrain. Il y a des organisations qui sont bien plus anciennes que le CGL, qui peut-être n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas la même exposition, etc. Et nous, ce à quoi nous appelons, c'est un plan Marshall de la solidarité. Ça veut dire tous les moyens et les ressources qui nous sont acquis et acquises soient partagés avec d'autres organisations pour qu'ils deviennent des nouveaux alliés et qui constituent avec nous un nouveau front. Encore une fois, c'est ce logiciel dénoncé par Maître Emmanuel Daoud, je pense que c'est une observation qui est parfaitement lucide. Maintenant, l'optimisme réside dans le fait que, justement, des nouveaux acteurs émergent, des nouvelles organisations émergent et que dans ce cas-là, demain est entre nos mains.
Pour citer par exemple Laurent Bonelli, les attentats terroristes ont lieu même sous les dictatures. C'est-à-dire même sous des États où il n'y a pas de notion de droits humains et de liberté publique, il y a des attentats. Le chantage sempiternel, c'est un peu de vos libertés contre une sécurité. Or, on voit bien, on a 1000 faits antiterroristes qui ont été adoptés, on a la surveillance de masse, qui permet à l'État de surveiller toutes nos communications, nos smartphones, Internet, les sites que nous visitons, nos SMS, nos messages, etc., le Facebook, Twitter, etc. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'autres attentats d'avoir lieu. Donc maintenant, faire croire qu'en abandonnant un peu nos libertés, nous serons plus en sécurité, c'est complètement fallacieux. L'autre point, c'est qu'on a fait accepter des politiques extrêmes en désignant une population suspecte. Ça veut dire, comme disait le non-regretté Manuel Valls, l'ennemi intérieur. Or, cet ennemi intérieur, aujourd'hui représenté par ceux qu'on appelle les musulmans, subit les mêmes politiques extrêmes que la population majoritaire française. Et quand on voit par exemple que plus de presque 90% de la population française était pour un état d'urgence permanent, c'est parce qu'on accepte l'idée que, de toute façon, ces mesures-là ne vont cibler que ces musulmans qu'on n'aime pas, qui nous dérangent, etc., qui sont nuisibles et dont on ne veut pas. Le problème, c'est qu'il y a un marketing politique qui cible l'opinion publique. Vous inquiétez pas, ces lois ne s'appliqueront seulement quand on va une population suspecte, mais une fois que les lois sont adoptées, elles ciblent tout le monde. Et encore une fois, il n'en tient qu'à chaque citoyen de se demander si oui ou non il veut demain pouvoir dire « je vis dans un pays libre » ou si demain il veut en fait intérioriser le fait qu'il est surveillé, auquel cas de s'auto-censurer, de changer son comportement pour ne pas apparaître sur les radars de la surveillance française.